Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Nous sommes au tout début de février 1942. La guerre va mal pour les Allemands puisque à la contre-offensive russe devant Moscou a succédé une vraie offensive. Et pour commenter ces événements, nous sommes avec Maurice Schumann, qu'on n'ose pas présenter aux Français. Certes, il a été ministre, certes, il a été un des cofondateurs du MRP, mais pour nous, qui avons la mémoire longue, il a été avant tout et essentiellement cette voix merveilleuse, le porte-parole du général de Gaulle pendant 4 ans. Oui, le mérite revient à l'auditeur qui défiait le brouillage, surtout quand, comme un certain Ferraud, il se préparait à rejoindre le maquis du Vercors. Oui, à cet âge-là, pas encore, puisque au tout début de 40, je n'avais que 15-16 ans, mais après, certes. Mais ce qui m'a frappé en revoyant un peu votre vie, c'est que, au fond, vous avez été, j'allais dire, d'une part gaulliste avant de Gaulle, puisque vous nous raconterez ça sur les routes d'Angleterre, vous avez hésité à franchir la mer, et d'autre part, vous avez connu de Gaulle avant qu'il soit de Gaulle. Oui, j'ai connu de Gaulle très fugitivement. Je l'ai rencontré dans l'antichambre de Daniel Rops, qui dirigeait la collection Présence à laquelle je collaborais et qui a publié le livre de Gaulle, La France et son armée. Et d'autre part, il a assisté à une brève conférence, une brève causerie que j'ai donnée à Metz pour les Amis de Temps Présent, hebdomadaire catholique d'avant-garde, auquel je collaborais régulièrement. Il était l'abonné numéro 7 de Temps Présent. J'avais lu ses livres et lorsque j'ai entendu sa voix miraculeusement à Niort le 18 juin, je me suis dit, voyons, hier, j'ai refusé de m'embarquer avec l'unité britannique auprès de laquelle je servais parce que je ne voulais pas m'engager dans une armée assurément amie et alliée mais étrangère. Je sais maintenant qu'il y a à Londres une structure frêle mais française et je me jure de la rallier. Et j'ai réussi, 3 jours après, le 21, à m'embarquer à Saint-Jean-de-Luz sur un bateau polonais. C'est grâce au capitaine de Chevigné qui m'avait indiqué la filière. J'ai pour lui une éternelle reconnaissance. J'ose donc dire, non pas que j'étais gaulliste avant de Gaulle, mais que j'étais gaulliste avant la lettre. Eh bien, on va voir ensemble, si vous voulez bien, d'abord les actualités allemandes, que nous interromprons à notre gré, et ensuite les actualités anglaises, qui vous rappelleront quelque chose, bien sûr. Feierlicher Staatsakt für den verstorbenen Generaldirektor des Deutschen Kali-Syndikates, Dr. H.C. August Dien, im Ehrenhof der Technischen Hochschule Charlottenburg. Reichsminister Funk spricht den Angehörigen das Beileid des Führers und der Reichsregierung aus. In seiner Rede würdigte Reichsminister Funk die großen Verdienste, die sich August Dien um die deutsche Kali-Wirtschaft erworben hat. Nach dem Zusammenbruch 1918 gelang es ihm, trotz aller Fesseln des Versailler Diktates, die Vormachtstellung der deutschen Kali-Industrie wiederherzustellen und weiter zu festigen. August Dien, der große deutsche Kaufmann, hat damit den Neuaufbau des Reiches tatkräftig unterstützt. In Berlin wurde eine Militärkonvention zwischen Deutschland, Italien und Japan unterzeichnet. In diesem Abkommen sind die Richtlinien für die gemeinsamen Operationen gegen die gemeinsamen Gegner festgelegt worden. Oui, Maurice Schumann, les protocoles de cette convention ont été publiés par les soviétiques qui en ont révélé la nature, c'est très curieux. Donc il y a donc ce traité où ils décident de se partager le monde en deux, au travers du 70e méridien qui part du Groenland et descend jusqu'à l'Amérique du Sud, ce qui veut dire que l'Allemagne se réserve l'Amérique du Sud dans son champ militaire et le Japon se réserve l'Amérique du Nord, sauf New York, rien que ça. L'Atlantique aux Allemands, le Pacifique aux Japonais. Bien sûr, ce traité n'aura pas de conséquences réelles, mais il traduit bien la mythomanie, n'est-ce pas, des dirigeants japonais et allemands qui, comme ça, comme Charlie Chaplin va l'incarner, l'illustrer plus tard, se partagent le monde. Ça me rappelle ma première conversation avec le général de Gaulle le 30 juin. Cette guerre est une guerre mondiale, dit-il. Il ne dit pas cette guerre sera une guerre mondiale.
Regardez la map monde, ce que nos généraux ont eu grand tort de ne pas faire pendant ce qu'on appelait la drôle de guerre. Vous y verrez que une guerre dans laquelle la Russie est impliquée ne peut pas ne pas entraîner l'intervention japonaise. L'intervention japonaise ne peut pas ne pas entraîner l'intervention américaine. Donc, et ce fut sa conclusion, terrible, terrible cette guerre. Oui, c'est une guerre terrible, mais c'est un problème résolu. Il reste à ramener du bon côté, non pas des Français, mais la France. 30 juin 1940. Étonnant. On verra d'autres signes de, en quelque sorte, du génie de De Gaulle à prévoir l'histoire. Au moment où nous sommes, c'est-à-dire quelques semaines après l'intervention de l'Amérique, il dit à un de ses interlocuteurs interloqués, la guerre est finie. Elle se terminera même plus vite que je ne pensais. Ce qui n'avait pas prévu, ce que personne n'avait prévu, c'est que le Japon n'entrerait pas en guerre contre la Russie. L'URSS est entré en guerre contre le Japon, conformément à l'engagement pris à Yalta, 3 mois après la capitulation inconditionnelle du Troisième Reich, mais le Japon n'a apporté sur terre aucun concours à l'Allemagne impériale. Zum Tode des Generalfeldmarschalls von Reichenau. Diese Bilder zeigen den hochverdienten Generalfeldmarschall an der Spitze seiner Truppen bei einem Angriff auf französische Stellungen. So wie hier stand er oft an den Brennpunkten des Kampfes. Das Sturmabzeichen an seiner Brust verband ihn besonders eng mit den Frontsoldaten. Bei den Straßenkämpfen in Lille. Im Osten. Ein sowjetisches Flugzeug ist abgeschossen. Die Piloten haben sich durch Fallschirmabsprung gerettet und halten sich versteckt. Der Generalfeldmarschall holt sie. Im traditionsreichen Berliner Zeughaus nehmen das deutsche Volk und seine siegreiche Wehrmacht in feierlichem Staatsakt Abschied von einem der erfolgreichsten Armeeführer dieses Krieges. Reichsmarschall Hermann Göring überbringt dem toten Generalfeldmarschall Dank und Abschiedsgruß des Führers. In seiner Gedenkrede sagte er, mit dem Feldmarschall von Reichenau geht ein Soldat von uns, der so ganz ausgefüllt war von den großen Aufgaben dieser Zeit, der durch und durch Soldat und Heerführer und auch von ganzer Seele der neuen Weltanschauung aufgeschlossen war. Der Reichsmarschall legt den Kranz des Führers nieder. Generalfeldmarschall von Rundstedt, der Vertreter des Führers als Oberbefehlshaber des Heeres. An der Front vor Leningrad. Schneepflüge machen die Nachschubstraßen frei. Die Pferde sind mit Schnee und Eis überkrustet. Sie erweisen sich auch hier als treue Helfer unserer Soldaten. In endloser Folge rollen die Nachschubkolonnen nach vorn. Sie bringen Munition und Lebensmittel. Ein Transport mit Wintersachen hat eine Division erreicht.
Hier ist es gelungen, zu einer eingesetzten Batterie Wintersachen vorzuschaffen. Handschuhe aus der Heimat. Eisige Stürme fliegen über das Land. Hier herrschen über 40 Grad Kälte. Die Wachsamkeit des deutschen Soldaten lässt trotzdem keinen Augenblick nach. Einschläge der feindlichen Artillerie. Die Sowjets bereiten einen neuen Ausbruchsversuch vor. Eine schwere Batterie hat Befehl erhalten, die Bereitstellungen der Bolschewiken zu zerschlagen. Alarm in der Infanteriestellung. Dort drüben liegt der Feind. Ein Stoßtrupp geht vor. Er soll die Sowjets in der Flanke packen und die eigene Infanterie entlasten. Tag um Tag greifen die Bolschewiken an zahllosen Punkten der Front mit größten Menschenmassen an. Aber immer wieder zerschellt ihr wütender Ansturm unter ungeheuren Verlusten an der heldenmütigen Einsatzbereitschaft unserer Truppen. Gefallene Bolschewiken bedecken weithin das Schlachtfeld. Auch hier war die deutsche Abwehr stärker als der Angriff des zahlenmäßig weit überlegenen Feindes. Maurice Schumann, je voudrais vous poser une question. Quand vous étiez à Londres, à cette date, c'est-à-dire, là nous sommes en février 42, les Russes sont en guerre depuis 6-7 mois. Vous savez avec quel mépris condescendant, en France, on considérait l'armée soviétique en 38-39. Vous savez aussi avec quel mépris condescendant les Allemands regardaient l'armée soviétique, puisqu'ils l'ont attaquée. De Londres, comment avez-vous réagi à cette guerre? Est-ce que vous avez quelques souvenirs là-dessus? Moi, je n'avais aucune qualité pour réagir. Mais le général de Gaulle m'a dit textuellement, les Russes, hors de chez eux, ne sont pas invincibles. Chez eux, ils le sont toujours. Et il avait par là même résumé la grande leçon des mois et des années qui allaient suivre. En voyant Reichenau à Lille, capitale de ma région et chef-lieu du département dont je suis élu depuis 45 ans, bien entendu, j'ai eu mal au cœur. Mais en même temps, je me disais que ce général élevé dans la tradition bismarckienne, s'il avait vécu, aurait été probablement dans le complot du 20 juillet, convaincu qu'une guerre sur deux fronts serait fatale à son pays. Son sort est en définitive plus enviable que celui de Göring, qui est venu le saluer de son bâton de maréchal dans son cercueil drapé des couleurs hitlériennes. Kampf auf der Krim. Weitere Aufnahmen von den schweren Kämpfen um Jewpatoria. Die Sowjets, die hier mit starken Kräften gelandet waren, verteidigten zäh und verbissen das Zentrum der Stadt. Erst nach tagelangem, erbitterten Ringen war Jewpatoria vom Feinde frei
und wieder fest in unserer Hand. Eine Sprengladung ist angebracht. MG-Nester werden beseitigt. Nur vereinzelt kommen die Bolschewiken aus ihren Schlupfwinkeln heraus. Ein Keller wird ausgeräuchert. Kampf in Afrika. Artillerie geht in Stellung. Panzerkampfwagen werden gereinigt und zu neuem Einsatz bereit gemacht. General Rommel, der Führer, verlieh ihm in Anerkennung seines Abwehrsieges gegen einen weit überlegenen Gegner das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Panzer rollen vor. Wie der Wehrmachtbericht meldete, griffen deutsche und italienische Verbände in überraschendem Vorstoß die in der Cyrenaika aufmarschierten britischen Kräfte an und warfen sie über Ajedabia nach Nordosten zurück. Geschwader der deutschen und italienischen Luftwaffe im Angriff auf britische Truppenansammlungen und Panzerkampfwagen. Ein britischer Panzer. Am Horizont brennende britische Kampfwagen. Die Trümmer vernichteter englischer Panzer. Vor 2,5 Monaten wurde unter lautem Propagandageschrei die große britische Libyen-Offensive gestartet. Ihr Ziel sollte die völlige Vernichtung der deutsch-italienischen Kräfte und die Erreichung der französisch-tunesischen Grenze sein. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. General Rommel hat den Ansturm der britischen Elitetruppen erfolgreich abgewehrt und ist nun zu einem Gegenstoß angetreten. Maurice Schumann, pour nous qui étions en France à l'époque, bien sûr, on a su qu'il y a eu la bataille de Birakem bientôt en Afrique du Nord, et on a entendu parler d'autres actions outre-mer. Mais finalement, assez peu, puisque c'était plutôt les problèmes de la résistance intérieure qui nous frappaient quand on a su Chateaubriand ou autre chose. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, vu de Londres, cette résistance extérieure, qu'en France on connaissait mal,
et qu'on avait tendance peut-être à sous-estimer, elle s'est manifestée comment pour vous et quels ont été les moments les plus éclatants? Tout cela forme un tout, résistance intérieure et extérieure. Le débarquement auquel j'ai eu l'honneur de participer le 6 juin 1944 n'aurait jamais réussi. C'est Montgomery qui l'a dit, c'est Eisenhower qui l'a dit, sans le concours de la résistance intérieure. Quant à la résistance extérieure, nous sommes avant Bir Hakeim, vous venez de le dire. Bir Hakeim qui a, grâce à la première division française libre et à Koenig, fait gagner 3 semaines aux Alliés et empêché les puissances de l'Axe d'arriver jusqu'au canal de Suez. Mais auparavant, il y avait eu des contributions essentielles. Je vous cite un exemple. J'ai entendu de mes propres oreilles le maréchal Smuts, Premier ministre de l'Union sud-africaine, qui n'était pas particulièrement francophile, dire à De Gaulle, en 40, la route de la Méditerranée est coupée. Si la route de l'Atlantique doit l'être à son tour, qu'arrivera-t-il? Qu'arrivera-t-il du Congo belge? Qu'adviendra-t-il de l'Union sud-africaine? Où j'ai réussi à faire décider par le Parlement l'entrée en guerre à une voix de majorité. Et si la route du Cap était coupée, que serait-il advenu de l'Empire? En général, par le ralliement de l'Afrique équatoriale, vous avez arrêté la capitulation au nord de l'Équateur, formule textuelle, et je crois bien que ça nous a sauvés. Grâce à l'hémisphère sud. Voilà. Mais bientôt par l'hémisphère nord, Djibouti et ailleurs, les forces françaises libres aussi se manifestent. Et en Éthiopie. Et en Éthiopie. Auparavant, avant ce que nous avons vu, il y avait eu la part prise par l'unité française du général Monclar, une unité importante d'ailleurs, à la défaite italienne et au rétablissement du Légus sur son trône. Malfilmaufnahmen von dem Einsatz eines deutschen Handelsstörers im Südatlantik. Diese Bilder wurden von einem Besatzungsmitglied mit einer Kamera hergestellt und gelangten erst auf großen Umwegen in die Heimat. 2 Schiffe in Sicht. Sie werden zum Stoppen aufgefordert. Das Untersuchungskommando setzt über. Das größere der beiden Schiffe kommt zuerst dran. Unter dem Eindruck des Stoppschusses hat der eine der Briten beigedreht und bereits seine Boote ausgesetzt. Es ist ein bewaffneter 15.000 Tonnen Frachter, eine besonders fette Beute. Das Untersuchungskommando hat die Botenventile geöffnet. Der Dampfer zeigt bereits Schlagseite. Ein Teil des Proviants wird als willkommene Auffrischung des Küchenzettels an Bord genommen. Der Dampfer ist gesunken. Noch lange steht eine gewaltige Rauchwolke über der See. Nun kommt der zweite Brite dran. Er wollte inzwischen das Weite suchen. In schneller Fahrt wird er eingeholt und zur Strecke gebracht. Die Besatzung hat sich beim Herannahen des Handelsstörers in die Rettungsboote geflüchtet und wird an Bord genommen. Wieder sind 4.000 Tonnen britischen Frachtraumes vernichtet. Gefangene aller Rassen sind vertreten. Sie alle wurden in britische Dienste gepresst. Zwei Australier. Mit Ausnahme der Schiffsführung war kaum ein Engländer an Bord der versenkten Schiffe. Eine Insel in der Südsee. Hier werden rund 500 Gefangene an Land gesetzt. Für jeden wird genügend Proviant mitgegeben.
Ein kurzer Ausflug in das Innere der Insel. Die Eingeborenenpolizei. Matrosen beim Tauschhandel. Die Verständigung ist etwas schwierig. Nach kurzem Aufenthalt auf der Insel geht die Fahrt weiter. Ausguck auf der höchsten Mastspitze. Die Windstärke wird gemessen. Das Wetter verschlechtert sich zusehends. Schwerer Sturm kommt auf. Leuchtkugeln, ein bewaffneter Frachter ist gesichtet. Sofort ist das Schiff wieder klar zum Gefecht. Auch dieser Brite versucht zu entkommen. Er wird mit Artillerie in Brand geschossen. Im Morgengrauen treibt der Dampfer als brennendes Wrack auf dem Ozean. Ein Untersuchungskommando setzt über und stellt die Ladung fest. Sie besteht aus Kriegsgerät und Munition. Diese amerikanischen Kraftfahrzeuge waren für die britischen Besatzungstruppen in Ostasien bestimmt. Sie werden ihr Ziel nicht mehr erreichen. Das Untersuchungskommando verlässt das brennende Schiff und kehrt an Bord zurück. Am Heck des Dampfers die Kanone. Die Munition ist explodiert. Der Frachter bricht auseinander. Die Fahrt des Handelsstörers geht weiter, neuen Taten entgegen. Maurice Schumann, bien sûr, ces actualités, vous ne les avez pas vues à l'époque. Certainement. Et quelles sont vos réactions? Ce qui me frappe, c'est l'excès presque naïf du bourrage de crâne dans les pays autocratiques ou totalitaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez une anecdote que je trouve très significative. Des pêcheurs norvégiens jettent une bouteille à la mer, BBC Londres, elle est repêchée, et à l'intérieur de cette bouteille, on trouve le message suivant: merci pour la vérité. La vérité des jours clairs et la vérité des jours noirs. Quand Pierre Bourdan, l'excellent commentateur des nouvelles que nous avons perdu trop tôt, commençait une émission en disant aujourd'hui les nouvelles sont mauvaises, eh bien, il conquérait sa crédibilité. Et on le croyait le jour où il disait que les nouvelles étaient meilleures. Ici, c'est la guerre fraîche et joyeuse, tout va bien, et c'est un danger stratégique. En 1917, Guillaume II ne croyait pas à l'entrée des Américains, à l'entrée réelle des Américains en guerre, parce que sa propre propagande l'avait convaincu que les Alliés ne disposaient plus du tonnage nécessaire pour transporter d'un côté de l'Atlantique à l'autre les armées américaines. Et Hitler a recommencé la même erreur au moment du débarquement en Afrique du Nord. Il n'y croyait pas, pour le même motif. Il a été vaincu, comme Guillaume II, par sa propre propagande,
avant d'être vaincu par ses ennemis. Merci Maurice Schumann, mais j'ai quand même une question à vous poser. Vous étiez le porte-parole du général de Gaulle. Et il fallait nous gonfler le cœur un peu. Sans doute, mais sans mentir. Sans mentir. Alors je vais vous demander, ça c'est une question d'historien, comment ça se passait avant que vous preniez la parole chaque jour? C'est très simple, j'étais soumis à une censure qui était exclusivement militaire. J'aurais pu, sans le vouloir, livrer une information. Cette censure, d'ailleurs, s'exerçait très très rarement. C'est arrivé quelques fois. Il y a eu un incident lorsque Darlan était en Afrique du Nord. Là, sous la pression des Américains, la censure a prétendu m'empêcher de diffuser un appel du Conseil national de la résistance. La décision alors a été prise sur ma proposition de me taire. Et j'étais sur le point de partir pour Brazzaville, pour parler aux Français à partir de la capitale de ce qui était à ce moment-là la France libre, lorsque la mort de Darlan modifiait les données. J'ai lu quelque part que, pas une seule fois, vous n'avez donc été, en quelque sorte, censuré par De Gaulle, ou du moins réprimandé sur le moment, mais qu'après coup, vous avez fait un ou deux petits reproches. Pas une seule fois. Il ne m'a censuré a priori. D'ailleurs, il ne demandait pas à voir mes textes. 2 fois après coup, voilà. Il m'a reproché de n'avoir pas été assez sévère à l'égard de 2 hommes qui avaient rendu d'immenses services, mais qui avaient joué le jeu de l'armistice, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le gaullisme, c'est pas seulement la résistance, c'est le refus de l'armistice, c'est-à-dire le serment de faire en sorte que pas un seul jour la présence française dans la guerre ne soit interrompue, de façon telle que le jour de la capitulation du Troisième Reich, la place de la France à son rang parmi les vainqueurs ne puisse pas lui être contestée. On va voir maintenant les actualités anglaises, qui, elles, nous sont plus familières, puisque peut-être à Londres, vous en avez vu quelques fois. Here is the world's news in pictures, and this is Cathay Gazette screening it. All in our nation have been cheered by Mr. Churchill's visit. We have been deeply stirred by his great message to us, and we unite in wishing him a safe return to his home. Our war program for the coming fiscal year will cost $56 billion. First, to increase our production rate of airplanes so rapidly that in this year 1942, we shall produce 60,000 planes. Second, to increase our production rate of tanks so rapidly that in this year 1942, we shall produce 45,000 tanks. These figures and similar figures for a multitude of other implements of war will give Japanese and the Nazis a little idea of just what they accomplished in the attack at Pearl Harbor. Vous vous rappelez, c'est le moment où les rapports sont au plus bas entre Roosevelt et De Gaulle, après que De Gaulle ait pris Saint-Pierre-et-Miquelon à Vichy, et que Roosevelt parle des soi-disant Français libres. Pourquoi une telle froideur de Roosevelt vis-à-vis de De Gaulle? Il faut se rappeler quelque chose d'important. Pour affirmer le rang de la France parmi les vainqueurs, donc pour nier et déchirer l'armistice, De Gaulle est obligé de faire à Roosevelt cette réponse. Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français, par conséquent, ne vous en mêlez pas. Vous n'avez pas le droit d'en mêler. Ne vous en mêlez. Bien entendu, Roosevelt n'aime pas ça. Il y a un mouvement d'humeur, mais à la longue. Ce mouvement d'humeur ne durera pas, et lorsque le général de Gaulle fera son voyage en 1944, juste avant la libération de la France, juste avant la libération de Paris, après le débarquement de Normandie aux États-Unis, il recevra de la population un accueil tel que Roosevelt reconnaîtra comme le gouvernement légal de la France, le général de Gaulle
et le comité d'Alger au moment de l'entrée dans Paris. Oui, mais je m'excuse, Schuman, mais à cette date, bien que Roosevelt n'ait plus d'illusions sur Maréchal Pétain depuis qu'il a renvoyé Weygand, en novembre-décembre 1941, disons qu'il considère que la vraie France, c'est encore la France métropolitaine. Ah non, non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il a une réaction d'humeur, mais pour lui, la vraie France, c'est le peuple français qui se prononcera librement par des élections après sa libération. Et il conteste à ce moment-là au général de Gaulle le droit de dire « je suis la France ». Mais l'accueil réservé au général de Gaulle en France, Plus tard. il lui démontrera beaucoup plus tard son erreur et il la reconnaîtra. Tout cela ne compte guère à côté de ce que nous venons de voir. Le 18 juin 1940, il n'y a pas eu que l'appel du général de Gaulle. Il y a eu la décision prise par Roosevelt de faire entrer dans son administration, tout dans son gouvernement, deux hommes qui étaient ses adversaires politiques. Il confie à l'un le portefeuille de l'armée, à l'autre le portefeuille de la marine. L'un des deux s'appelle Stimson, l'autre s'appelle Knox, parce que ce sont les deux seules voix qui se sont élevées en Amérique pour annoncer la fatalité de l'entrée en guerre et pour réclamer la conscription immédiate. À ce moment-là, le Congrès, que nous avons vu et entendu acclamer Roosevelt, est isolationniste et neutraliste dans son immense majorité, mais l'homme auquel l'histoire donne raison est Roosevelt, celui qui est allé au-devant d'elle. During his visit to Canada, Mr. Churchill's press conference at Ottawa was attended by journalists from all over the Dominion. Knowing the Prime Minister's liking for hats, he was presented with a fur cap, a gift from Mr. Mackenzie King. Mr. Churchill likes that fur cap. We can imagine him comparing it with the one Mr. Eden got in Moscow. There's a time and place for everything, so the fur cap got its first airing at the Royal Canadian Air Force Training School at Uplands Field, where the Premier meets finished aviators who will soon see action overseas. When Mr. Churchill was in Washington, he gave a special display of his siren suit for the benefit of Mr. Harry Hopkins and those ever-inquisitive individuals, newsreel and press cameramen. Perhaps, you'll show us how it fastens. Ah, yes, you zip it. Would you mind repeating that? Thank you, sir. May I say, it fits you like a glove. Oui, c'est le moment où Churchill dit à De Gaulle, mais enfin vous êtes intraitable. Et entre eux, je crois, règne une sorte de profonde estime, sympathie, justement dans la dureté de leur rapport. Je peux vous répondre par une anecdote. Oui. Harold Nicholson, qui était un membre du gouvernement anglais et le fils d'un des pères d'entente cordiale, revient de Chequers. Et il me dit, j'aime mieux vous avouer que votre général n'est pas en odeur de sainteté au Chequers. Churchill, m'entendant dire c'est un grand homme, répond un grand homme. Allons donc. Il est arrogant, il est égoïste, il est centré sur lui-même, un silence. Et Churchill ajoute, vous avez raison Harold, c'est un grand homme. Voilà le fond de l'affaire. C'est la réponse du général de Gaulle après l'affaire de Madagascar à Churchill. Vous me reprochez mon intransigeance. Vous avez derrière vous l'Empire britannique. Moi, je suis seul, ou presque, et trop pauvre pour pouvoir me courber. Along the road that links Bardia with Tobruk winds a column of German prisoners captured at the start of our attack on Bardia. Exactly 1 year after the surrender of the town in January 1941, we commemorated the anniversary by taking it for the second time. These pictures come from Terry Ashwood, Pathé's own cameraman and first newsreel man to enter Bardia. One of our points of attack came from tattered, tessellated Fort Capuzzo. But in neither case was the victory an easy one. In both battles, the main assault was made at the point of the bayonet. 12 months ago, the Australians routed General Electric Whiskers Italians, and this time the South Africans fought in addition General Schmidt's Nazis. Truckloads of Imperial troops head out of Fort Capuzzo to take up their battle stations in readiness for the night attack. En route to Bardia, the column passes a German cemetery at the road junction to Saloum and Hellfire Pass. On the outskirts of the town, an enemy post which has been evacuated is given the once-over.
They tread warily in case of landmines and booby traps. In the late afternoon, British tanks move forward to engage the enemy. Behind a protected smoke screen, they go into action to open a way for our main force. Two-pounders and quick-fireders open up on enemy strong points. After the first night's offensive, Italian prisoners taken during the fighting have their wounds dressed on the battlefield by South African first aid men. These are Germans who had been cut off, walking in to give themselves up. Some Italians who had hidden in a tank trap on the perimeter outside Bardia do the same. The dramatic surrender by General Schmidt to General de Villiers took place by the roadside. The Axis commander had come to follow up his request for the cessation of the attack. At his heels, obediently tramped his lackey Italian generals, also linked. The British terms were dictated and the German acceptance was complete and unconditional. General Schmidt is then escorted to a waiting car. Prussian pomposity sails out of the picture. Signs of surrender are now to be seen everywhere. One Polish officer, armed only with a revolver, brings in a long line of prisoners on his own. One very gratifying sight was the high spirits of British prisoners dancing to a gramophone after being released. Over 1,000 of our men were liberated when Bardia fell. Our cameraman was nearly one of these himself. He had gone to dispatch his films when he was surrounded by an enemy column. Although one of his cars was blown up, he made his escape. Thanks to Providence, Terry Ashwood was fated to take these pictures of the big German surrender. Some of the 7,000 Axis prisoners follow their leader. You'll see quite a number of these dogs trailing along beside their masters as the remains of the Bardia garrison wends its way out of this war. This is where the rainbow ends for these Germans and Italians, and ends too the story of the surrender of Bardia. His Excellency Lord Gort, Commander-in-Chief and Governor of Gibraltar, arrives on horseback with members of his staff for the historic ceremony of the Keys. Sir Samuel and Lady Hoare are also there to witness the ceremony, which dates back to the time when the gates of the fortress were left unlocked by mistake and a part of the enemy got in with unpleasant results. In the main, it follows very closely the similar observance at the Tower of London. On this occasion, Lord Gort decided that for the first time in the history of the Rock, all three services in the fortress should take part. As sunset descends over the gateway to the Mediterranean, the garrison remember ancient history whilst in the midst of making new. Improving the Rock's defences entails heavy work for the gunners. A 9.2 gun barrel weighing over 30 tons is being hauled up to the summit. Although the distance is about 3 miles, it takes approximately a week to haul the big gun barrel to the top. In some places, the incline reaches a gradient of 1 in 3, and to prevent the powerful traction engine from slipping, is attached to rings sunk into the side of the rock. Some gun, by heck. An attempt by the Vichy government to run contraband cargoes for the Germans brought a Royal Naval Patrol to intercept the ships off the South African coast. Now tied up in Union ports, the prize ships disclose war materials of which Germany is definitely short. The freighters are placed under military guard. Altogether, 5 merchant vessels were rounded up after being shadowed by South African seaward defense vessels and Air Force planes.
attempts at scuttling proved unsuccessful, though damaging. Naturally, the Vichy men tried hard to make out that the cargoes were not for German use, but the fact that 80 Germans were among the passengers made the argument a bit thin. These unwilling guests make a pleasant journey to a Union internment camp. The other prisoners are not trapped into prison, as might be the case in most European countries today, but are allowed their freedom. They're sent to Cape Town to be taken care of until the Ministry of Shipping can arrange their repatriation. Return to their occupied homeland makes it extremely doubtful if they'll ever sit down to such a good meal as this. Ce qui me frappe, c'est que ces actualités anglaises disent Vichy et ils disent jamais la France ou les Français, et que ceux qui sont provisoirement capturés ne sont pas traités comme des ennemis, mais sont traités presque comme des alliés potentiels. Oui, mais le problème demeure. C'est-à-dire qu'il y a eu du ravitaillement qui pouvait arriver d'Afrique du Nord et qui était intercepté par les Anglais. Comment De Gaulle réagissait-il à ça? Ah, il a toujours été entendu entre De Gaulle et le gouvernement britannique, qu'il ne concrétisait d'ailleurs pas, que les médicaments et la nourriture ne devaient en aucun cas faire l'objet d'une saisie.